Et donc je m'en souviens, mais je ne l'ai pas relu depuis. J'espérais réentendre les poèmes que j'avais lus. Mais j'en avais fait une petite chronique pour la revue Reflet, qui est la revue de l'Association royale des écrivains et artistes de Wallonie. Alors je vous propose peut-être de lire cette chronique comme introduction. Comme ça, moi, ça va me remettre dedans aussi. Donc le recueil s'appelle « Aujourd'hui ma table ». Alors c'est vraiment un titre qui est tout à fait concret et qui colle tout à fait bien avec le contenu du recueil. Alors c'est un recueil au niveau de l'écriture, comme je l'ai dit déjà en introduction là tout à l'heure, qui témoigne d'un travail rigoureux d'écriture. Enfin, c'est vraiment, chaque mot est pesé, est pensé, est vraiment à sa place. Il y a beaucoup de métaphores, des allitérations nombreuses, des fins jeux de mots. Ça vraiment, il y en a presque à toutes les lignes, mais qui sont donc agencés avec une grande maîtrise. Je ne vais pas lire celui que j'avais mis puisqu'on va faire des lectures. D'accord. Alors au niveau du sujet, c'est un peu un dialogue avec la table. C'est une table qui parle, c'est une table qui a sa vie propre. Et c'est l'occasion pour l'auteur de faire des réflexions de vie, de donner des souvenirs, des images qui en entraînent d'autres. Il y a de la sensualité aussi avec cette table, on en lira l'un ou l'autre. Une touche de surréalisme parfois. On retrouve un peu tout ça, dis-je là-dedans, dans les textes de Jean-Luc Godard qui met en scène la table, donc celle où on mange, celle où l'on écrit et celle qui parfois fait table rase de tout. C'est ça. C'est ça, oui, tout à fait. Donc la table est personnifiée, comme je l'ai dit, elle fume. On va voir quand on va lire certaines choses. Elle fume, elle envie la chaise qui est en face d'elle, elle s'envole. La table aussi parfois s'énerve, somnole, se venge, se pâme, pleure, piaffe, etc. Donc elle semble vivre sa vie propre, mais bien sûr sont intimement liés à ses états d'âme de table et à son histoire, ceux du jeu qui est dans le recueil, qui est l'auteur. Bon, là, il y a tout un poème qu'on ne va pas lire maintenant. Oui, j'en aimais bien un, je vais peut-être le lire, parce que j'avais conclu en disant « Je retiendrai particulièrement ce poème court et simple, qui révèle à lui seul l'âme du poème et ses doutes permanents, qui pourtant ne l'empêchent jamais de poursuivre son travail et d'avancer. » Alors ce poème, c'est celui-ci. « Ma table aujourd'hui me rappelle ses feuilles, les miennes, leur peu de voilure, mes pliures sont d'encres océanes. » Très joli poème. Merci beaucoup. Alors, vous aviez prévu d'en lire un certain nombre. Moi, il y en a 2, 3 que j'ai revus, que j'aimerais bien. Je propose que vous lisiez. En tout cas, merci beaucoup pour cette analyse. Et si vous avez des réflexions sur en plus pour compléter la démarche que vous avez voulu faire, le but, pourquoi? En fait, on pourrait quand même demander comme question, mais d'où vous vient l'idée? C'est assis à votre table en écrivant? Oui, alors que bizarrement... Et quelle table d'abord? D'abord, quel genre de table? Je n'écris plus à une table, donc c'est d'autant plus paradoxal. Mais pourquoi alors penser à... Parce que la table est un objet, on dirait un objet utilitaire, usuel, fidèle, mais dont on ne tient pas grand compte. Et donc je voulais réhabiliter un petit peu cette table qui, dans l'univers du poète, a beaucoup d'importance. Il y a la table, il y a le poète, et il y a le travail de l'écriture, et il y a l'aimer. Et tout ça, au niveau de l'inconscient, du subconscient du poète, tout ça se mélange un peu. Et c'est la table où on fait tout. Oui, exactement, oui. Oui. Et donc la table, en fait, quand le poète arrive à la table, c'est une table imaginaire, en fait. Oui. Probablement qu'il transpose ses sentiments, ce qu'il a vécu à cette table. Oui, c'est bien comme ça qu'on ça, On va lire quelques poèmes pour montrer, illustrer tout ce qu'on a dit. Aujourd'hui, ma table s'amarre.
Non qu'elle soit lasse des voyages. La corde se sauve dans le nœud. Ceux du poème cristallisent la mer perdue, la promise, les constellations, nos désirs, nos aspirations, nos passions. Aujourd'hui, ma table est bleue, bleue de tout ce qui reste à boire, à méditer. Il faut du temps pour exorciser les nuages, tailler nos amulettes, pactiser avec tous les maux. Aujourd'hui, ma table a choisi le cristal, assumer tout le poids du plomb, s'en remettre au feu, au souffle, translucide et lucide. J'irise, j'irrigue la lumière. Aujourd'hui, ma table flambe, couvre le feu en la veine, brûle d'amour. Serais-je sourd? Ces cendres pour enflammer le papier, alors qu'elle se bat pour moi, ne bat que pour moi. Aujourd'hui, ivre est ma table, et sans promesse de livre. Je ne suis pas encore l'arpenteur qui mesure à l'aune de son cœur. Mesurer les mots, mâle géométrie du sens. Elle les caresse, les réveille. Sous ses doigts, ils fleurissent, enivrent. Voilà, j'ai fini. Bon, moi, il y en avait certains dont je me souvenais que j'avais envie de lire. Il y en a un que je vais lire et ceux qui me connaissent comprendront pourquoi je lis celui-là. Ah d'accord. Aujourd'hui, ma table miaule et me rend l'Égypte, Cléopâtre et Néfertiti. On épouse une rivière, on parie sur le Nil. On épouse une rizière, allégeance à la pyramide, à la féline oasis. Alors le suivant. Aujourd'hui, je ne vais pas répéter. Aujourd'hui, ma table chavire, l'encre détache le curare, rempoissonne le vernis, démasque la cire, patine de nouveaux départs. Je me souviens de celui-là. Il y a ces jeux de mots et ces allitérations dont je parlais. Aujourd'hui, ma table se retable, triptyque issu du livre de sa plurielle lecture, à travers le bois, la voie d'Icare, le chemin. Et celui-ci qui me paraît être un petit peu synthétiser un peu le si vous êtes d'accord. Oui, de toute façon. Aujourd'hui, ma table me parle d'une de ses vies, de toutes ses vies. Ce qu'elle porte, la transporte, ne retranscrirait aucune bribe, ne fouillerait aucun souvenir. Comment partager sans diviser, sans trahir, indice de l'indicible, mes mots échafaudent une autre vie. Bon, maintenant on pourrait peut-être parler de vous en général, peut-être pour, à moins que vous vouliez encore dire autre chose sur ce recueil. On ne va peut-être pas tout lire, comme ça les gens auront envie de découvrir ce que la table fait d'autre que tout ça. Alors, ce n'est pas votre premier recueil, bien sûr. Non. Mais j'ai écrit celui-ci après un silence d'une 30aine d'années. D'accord. Donc... Et avant, c'était de la poésie aussi ? C'était de la poésie aussi. J'ai fait quelques nouvelles sur demande, mais très peu.
Je me sens bien. Enfin, la poésie vient spontanément, c'est un petit peu le souffle. Oui, la façon de s'exprimer naturelle. Qui vient naturellement. Oui. Et donc, je crois que c'était en 91, j'avais écrit L'âme Sénos. Et après cela, on a eu un petit problème au niveau professionnel. Notre fille entrait à l'université, voulait faire des études de pilote. Il fallait nourrir la famille. Et donc, j'ai un peu tari l'inspiration, volontairement, pour deux raisons. Pour des raisons purement d'argent, financières, mais aussi parce que j'étais un peu absent au niveau du couple. Un poète vit un peu dans sa bulle. Et au bout d'un certain temps, on est là sans être là. Quoi. Je suis là sans. Je dis, je peux pas continuer comme ça. J'ai une vie de couple. Il faut. Et j'ai décidé d'arrêter en fait. Mais finalement, l'inspiration, bon, ça disparaît. Ça devait être difficile quand même. Disparaît. Comme choix, mais c'était un choix qui me semblait bon. Après L'âme Sénos, j'étais aussi arrivé peut-être une sorte de palier. J'avais un besoin de silence. Voilà, exactement. J'avais parcouru, j'allais dire un parcours, j'avais parcouru une certaine distance en poésie et peut-être aussi que je ne voyais pas très bien où j'allais. Mais ici, maintenant, on a déménagé, on a quitté Spa. Moi, je suis né à Spa, je crois comme Evelyne. Je suis né à Visé, pardon. Mais j'ai vécu à Spa très longtemps. Mon papa est né à Spa. Et on est revenu ici à Visé pour être près de mes parents. Et le 1er décembre donc 2019, nous avons déménagé. Et ici, en juillet 2022, Aujourd'hui ma table naissait. Et je n'ai pas cherché un éditeur, je voulais absolument que ça sorte tout de suite pour me rassurer aussi. Parce que vous saviez encore écrire. Voilà, exactement. Et est-ce que ça valait quelque chose, ce que j'écrivais? Parce qu'à un moment donné, oui, aussi à l'époque, je travaillais sous la direction d'une personne, je ne vais pas trop trahir les choses, mais disons qu'elle était un peu narcissique, manipulatrice. Et un jour, on était en réunion de conseil d'administration et je sors en pleurs de ce conseil d'administration. Et l'épouse de ce directeur me rappelle, on ne va pas rester comme ça, on va aller au restaurant. Et on va au restaurant, tout se passe bien, sauf au dessert. Mais le directeur dit, mais Jean-Luc, pourquoi est-ce que tu écris? Tu sais, ta poésie est nulle. Ça fait mal, horriblement mal, même si on n'écrit pas pour les autres, en général on écrit pour soi. Oui, Alors je me suis dit, mais il a peut-être raison, vous voyez, on se remet en question. Et j'ai envoyé un manuscrit, c'était L'âme Sénos, justement au prix Casterman, qui est un prix, on envoie ça et c'est purement anonyme. Et ils distribuent qu'un seul prix, mais cette fois-ci, ils m'ont donné une mention spéciale. Ce qui veut dire qu'au niveau du jury, il y avait un équilibre et que, bon, ils ont tenu. Alors je me suis dit, quand même, c'est pas mal. Mais depuis, j'ai décidé. Pardon? Oui, même pas. Ils pouvaient le lire, oui. Oui, mais bon, c'est un peu la petite histoire. J'aurais peut-être pas dû parler de ça, mais bon. C'est toujours intéressant de connaître quand même les coulisses de l'écriture. Et vous en avez d'autres, j'espère, Aujourd'hui, ma table 2 est presque terminée. Aujourd'hui, ma table 2. Oui. La table, elle a beaucoup à dire. Absolument, oui. Et j'espère qu'elle va me libérer. Oui, exactement, oui. Mais au bon sens du terme. Et c'est un petit peu le même genre? Enfin non, ce sera autre chose, elle va dire autre chose. Elle va dire autre chose, oui, parce que je ne l'ai pas écrit tout à fait au même moment. Mais je crois que je vais terminer après cela, et puis après, pour l'instant, je ne sais pas. J'ai 2 ou 3 recueils en chantier, mais où l'inspiration n'est pas encore au rendez-vous. Voilà. Oui, je suis très heureux, après 30 années, de ce retour en littérature, et de l'accueil que j'ai eu ici aussi avec l'AEB et d'autres personnes qui ont écrit Aujourd'hui, j'ai reçu la critique du Journal des poètes,
parce que il y a le Journal des poètes a publié une note de lecture que j'ai reçue, oui, voilà, de Jean-Marie Corbusier, qui je crois est le directeur, oui, et qui est pas mal. La lire, on peut la lire. Lisez-la comme ça. Oui, j'ai peut-être besoin de mes lunettes, on va voir. Au jour le jour, les relations d'un poète avec sa table. Que dit-elle? Que fait-elle aujourd'hui? Elle a toutes les caractéristiques d'un être vivant. Son aspect physique, ses qualités, ses défauts. Elle parle, elle hurle, se fait présence que l'on ne peut esquiver. Elle prend des couleurs différentes, remonte à son origine, à ses plaisirs, ses colères. Elle fait des confidences. Table qui donne la parole aux mots dont se saisit l'auteur pour en prolonger le sens et le porter ailleurs, le multiplier là où le lecteur est surpris, transporté. Parfois, des mots parasynonymes se rapprochent, qui créent des images qui s'entrecroisent. Écriture stricte, sombre, qui va à l'économie des mots, qui assure au poème sa verticalité. Cette rigueur parle aussi des mots pour décadenasser, recadenasser le mystère. Dans un va-et-vient, comme un échange entre l'auteur et sa table d'écriture. Tout passe par la table, viol du papier, les mots nouveaux, lieu où s'épure son sang, à travers le bois de la table. Elle tient aussi son rôle de monde extérieur, elle-même en dehors de l'auteur. Elle tient donc un double rôle. Elle est l'auteur et pas l'auteur. Ne serait-elle pas aussi une métaphore de la poésie? Dans cette écriture franche qui a ses repères, elle nous conduit toujours quelque part, pèlerin du désir. Mais qui, par le jeu d'assonance et d'allitération, ne se prend pas au sérieux. Il y a toujours un recul par rapport à ce qui est dit. Aujourd'hui, ma table se dit stable. Aujourd'hui, table, ma table. Le lecteur revient toujours à l'essentiel de la vie après des pérégrinations de sens où nous revenons à notre quotidien qui, passé par la poésie, s'est épuré. Je préfère l'ananas au citron vert, l'infusion à l'effusion. Jean-Luc Godard nous parle à en mourir et fait de nous un de ses complices. Donc je trouvais qu'il a aussi, comme vous, compris pas mal de choses et ça fait plaisir parce que quand on écrit d'abord, on est un peu dans sa tour d'ivoire, si j'ose dire. Oui, on aime bien le partager. Et voilà, oui, finalement, oui. L'écho que ça a chez les lecteurs. Oui, tout à fait. Oui. Peut-être que quelqu'un a une question. Je vous en prie, oui. Moi, je me demandais si vous avez pensé aussi au travail à la table que font les comédiens avant de jouer un texte. Moi, c'est parce que spontanément, ça me vient cette image quand vous avez dit à ma table. Oui. Parce que c'est un moment où tout est possible, quoi. Exactement, oui, mais bon, c'est pas exhaustif en fait. Hein. Donc ça peut être dans le deuxième recueil. Dans le troisième tome. Oui, voilà. Mais c'est vrai que toutes les situations, le poète arrive à sa table, même si c'est pas sa table. Aujourd'hui, on écrit un petit peu de façon avec Internet et tous les instruments que l'on a. On arrive et ce jour-là, on est imprégné d'un tel sentiment et cette table, en fait, nous renvoie le poète à lui-même. Et le poète se demande si c'est lui qui parle, si c'est la table qui parle, si c'est l'aimé, la présence de l'aimé qui est là. Tout ça se confond, en fait. Donc c'est une forme, je dirais, d'introspection, involontaire, mais introspection. Et je crois que, oui, c'était Claire-Anne Magnès qui a écrit « Les qualités d'auto-analyse d'aujourd'hui matin m'impressionnent ». Donc c'est un peu ça aussi, l'auto-analyse. Et donc au niveau du théâtre, je regrette beaucoup, mais je n'ai pas... J'ai fait un peu de théâtre, oui, mais en tant qu'amateur.
et des montages poétiques à l'école quand j'étais à l'université, oui. Mais depuis, j'ai complètement abandonné le théâtre. Oui. Donc je penserai à vous. Oui. Il y a un écrivain qui a dit, mais je ne sais plus, je ne retrouve pas, objets inanimés, avez-vous donc une âme? C'est ça. Je ne sais plus qui c'est. Oui. Mais je pense que le poète, en fait, pour un poète, il n'y a rien d'inanimé. Il y a cette vision animiste de l'objet. Donc un objet, en fait, il n'y a pas de banalité pour un poète. Pour un poète, rien n'est banal. L'objet a sa vie propre. À la limite, on peut écrire sur le rien. Exactement, oui. Le rien, c'est tout un programme pour... Oui, aussi. Oui, oui. Et donc, à ce moment-là, le poète, même s'il trouve la vie de l'objet, il cherche aussi un peu à dépasser cela, à parler du futur de l'objet, de son passé, à transfigurer en fait l'objet, à le transcender, si j'ose dire. Donc on n'en reste pas à l'objet lui-même, on essaie de voir quelle est cette promesse de l'objet. Et là, quand j'écris, je n'écris pas pour décrire simplement les choses, j'écris, si ça ne me transporte pas, si ça ne m'éblouit pas, je ne retiens pas. Rentrer peut-être aussi au cœur des choses, comme Guy Levic. Oui, tout à fait. Oui, mais j'ai beaucoup aimé Guy Levic. Oui, très simple, mais au cœur d'une pierre, oui. Au cœur de pénétrer vraiment le cœur des choses. Oui, il m'a écrit un jour que mes poèmes l'intéressaient beaucoup. Donc ben voilà, j'ai bien fait d'en parler, oui, tout à fait, de le citer. C'est pas fait exprès. D'accord. Non, c'est en rester, découvrir. Enfin, le poète, il peut être lyrique, il peut être engagé. Moi, je ne m'appelle pas un poète engagé, pas de politique, pas de poète religieux, rien du tout. Mais on est un peu le découvreur du monde. C'est-à-dire qu'on cherche à trouver des significations. On pourrait dire que le poème est un peu comme un accélérateur de particules. Donc les scientifiques lancent les atomes à une vitesse énorme, il y a une collision des atomes. Moi je dirais que ce n'est pas une collision des atomes, c'est plutôt une union des atomes. D'ailleurs certains scientifiques pensent qu'il y a des atomes crochus, donc les atomes qui s'aiment. Et le poème permet justement de donner tout ce qui gravite autour de l'atome, les électrons, etc. Les scientifiques vont dire une haute énergie. Moi, je vais dire de la chaleur. De la chaleur, les mots qui, parfois, en principe, n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais qui se trouvent eux-mêmes et qui créent quelque chose de nouveau. C'est un petit peu ça, ma démarche. Mais c'est l'animisme. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait. Oui. Mais c'est de la science aussi, parce qu'on sait que les objets, c'est de l'énergie, des atomes. Oui, tout à fait. Oui. Là, le poète est très animiste, à mon sens. Oui. C'est un peu comme une peinture aussi. On a la peinture abstraite, mais il y a toujours un sens malgré tout. On dit qu'elle est abstraite parce qu'on ne comprend pas tout de suite, mais la poésie, c'est la même chose. Il y a une espèce d'abstraction, et quand on rentre dedans, on comprend. Chaque lecteur peut voir quelque chose de différent. Il y a des choses derrière qui sont cachées. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de titre, notamment, pour ne pas donner une idée. Les deux premiers vers, c'est parfois oui, parfois, titre, oui, c'est une sorte de titre. Une sorte de titre. Mais Pierre Petit, le peintre Pierre Petit, m'avait demandé de faire des textes. On avait sorti un livre, Elle, et lui détestait donner un titre à ses peintures, parce qu'il disait justement... Voilà, ça donne une piste. Oui, alors que... La peinture, ça doit ouvrir quelque chose à l'intérieur de soi-même. Tout à fait, oui. Le poète s'ouvre et il aime que les textes ouvrent aussi le lecteur, enfin que le lecteur trouve des dimensions, même que le poète n'a pas placées. Oui, on dit d'ailleurs parfois que chaque lecteur réinvente le poème écrit. Oui, ça c'est l'idéal, oui. C'est l'idéal pour toute œuvre d'art. Ouais. Tout à fait. Voilà, si elle ne nous touche pas intimement et qu'elle n'éveille pas en nous un sentiment,
Oui. Voilà. Le but de la métaphore, c'est de donner un volume à la réalité. Oui. On vous dit les choses de manière plus poignante que si vous les décrivez scientifiquement ou crûment. Oui, ça donne une autre dimension, en fait. Oui. Tout à fait. Mais ça accroche, c'est plus réel dans le ressenti. Oui. C'est un peu ce qui est paradoxal, c'est que la métaphore qui n'est pas réelle améliore le réel, enfin, si j'ose dire. Oui. Et moi, je me suis dit qu'en fait, vous prolongiez l'énigme du sphinx. Oui, pourquoi pas. Le sphinx, l'adulte à 2 pieds, il vieillit, il en a 3, et vous en avez 4. C'est gentil. Oui, c'est vrai. Hein, oui. Mais bien, magnifique. Bien, merci. Je pense Ben, que, c'est moi qui vous remercie. Vous avez- Merci. Non, merci Vous beaucoup. avez quand même su dire ce que Je ne l'avais pu dire. Jouvence de nos jours, de mes jours, sans encre. Elle a su mûrir, fruit de la passion, attiser la musique du nid. Aujourd'hui, ma table se venge. Elle affiche ses hiéroglyphes. Le poète n'est pas prêt. Inlassablement, il burine son sable, sa pierre de rosette, et parle de l'âme avant l'âme. Et quand la table se fait tente, refuses-tu ce voilier? Et quand la table se fait ventre, peux-tu lui refuser le tien? L'ail tendre du large. D'un havre qu'elle ne te have point. Côtier, elle t'exige hauturier. Aujourd'hui, m'intime ma table. Que craint-elle? Complice, errons, bivouacons, traçons notre cheminement. Route de l'étain, de l'ambre, du sel, du thé, de la soie. Tisser un couple de fils, les fils en couple, reforger l'anneau, pèlerin du désir. Aujourd'hui, ma table, sa table, sa façon de refaire le monde, de se mettre à couvert, déguiser sa faim. Aujourd'hui, ma table miaule et me rend l'Égypte Cléopâtre et Néfertiti. On épouse une rivière, on parie sur le Nil, on épouse une rivière, allégeance à la pyramide, à la féline oasis. Aujourd'hui, ma table se dévait, soit du pain, une autre plume,
Les doigts se découvrent, s'ouvrent pour caresser le vrai velours à en mourir. Aujourd'hui, ma table est rose. En son parfum d'épines, je cicatrise. Rose est la plaie qui s'absente. Rose est la lèvre. Elle piège le lièvre. Rose est la vie, si son sang s'assagit. Eh bien, nous voici à table pour parler de aujourd'hui ma table, justement, de M. Jean-Luc Godard, qui est un poète belge, se présente comme poète belge. Donc, tu es licencié agrégé en philologie romane, tu es auteur de divers manuels, les clés de la communication, le français selon la méthode Guérand, ça va très bien. Serrand, pardon, et directeur de dialogue sur des cours de langue et séminaires de communication. Alors, tu as été, ou tu es toujours, de toute façon, toujours le président fondateur du Club Richelieu de Vernier. Oui. Voilà. Donc, on a plusieurs ici membres du Club Richelieu. On a la présidente du Club Richelieu de Wavre, Véronique Braun. Tu as été administrateur de l'association des écrivains belges. Oui. Ouais. Tu as été membre de plusieurs jurys de littérature. Tu as reçu en 1990 le prix de la Louve et une mention spéciale au prix Casterman. Donc, un site qu'on peut consulter. Je ne sais pas si tu veux en dire davantage sur toi-même. Non, ça va. Je crois que l'important n'est pas ce que je suis, Non, mais ce que tu fais. Ce que j'ai fait. Voilà, ce que tu fais. Alors, tu as publié pas mal de choses déjà. Donc, tu as publié plusieurs recueils de poèmes, publié notamment à Saint-Germain-des-Prés, Ventrifuge, L'Essentiel, Cri le corps mourant, Affréter son regard, L'âme, c'est noce, et aujourd'hui ma table, une première version de 2024, que j'ai entendu, je pense, présentée par Evelyne Mulvert, si je me souviens bien, à l'AEB, en 2023. À l'AEB et aussi ici. Et c'est à l'arrière aussi, oui. Avec Evelyne, c'était ici, ici. l'AEB, elle n'a pas pu venir. Ah d'accord. L'actuel président. Content pour moi. C'est à l'arrière, c'est très bien. Donc tu as écrit des nouvelles entre Dieu et moi, des critiques aussi, donc poèmes en revue, etc. Tu as été filmé, écouté à la radio, etc. Je ne peux pas entrer dans les détails, on peut retrouver ça un peu sur les réseaux sociaux, sur Internet. Alors aujourd'hui, ma table, ce sont des paroles et des propos. Donc c'est quelque chose, je pense, entre les aphorismes et la poésie, je crois. Voilà. Alors pourquoi toujours la table au début, en fait? Pourquoi une table? Parce que c'est passer à table, faire table rase, on pense directement à des expressions comme ça. Donc pourquoi aujourd'hui ma table? Ah oui, il faut revenir un petit peu à l'étymologie, parce que j'adore l'étymologie. Oui. Donc, table vient de tabula, tabula en latin, qui était une petite plaquette pour écrire ou plaque sur laquelle sont écrites des choses. Il y a aussi des plaquettes en cire, en argile, etc. Et je trouve que chaque personne qui écrivait là-dessus avait une sorte de jouissance à écrire, à toucher l'argile. Et quand on faisait la plume, quand il y avait la plume, je pense que le crissement de la plume sur le papier, c'était pas mal non plus. Oui. Maintenant, avec l'ordinateur, on tapote le clavier, il n'y a plus beaucoup de volupté. Si ce n'est, maintenant, j'ai découvert un stylo à gel. Stylo gel, ça glisse vraiment sur le papier. Ah oui, donc tu écris encore manuscritement des oui, propos. c'est très difficile pour moi de taper sur un clavier. Enfin,
Donc j'ai besoin d'une table. Là, je comprends. Donc, tu as besoin d'une table Oui. et elle sert de prétexte à un tas de choses. Ouais. Hein. Alors pourquoi la table? Parce que c'est un meuble qui, je pense, n'a jamais eu sa place. Il n'a eu sa place que début du XXe siècle. Il faut savoir qu'avant, on mettait la table et puis on l'enlevait. Donc dans n'importe quelle maison, on plaçait la table. Une fois qu'on avait fini de manger, on l'enlevait. Oui, c'était beaucoup les coffres aussi. Hein. Oui, aussi. Oui, aussi, ça. Et donc, cette table, je trouve qu'elle mérite. On lui manque souvent de respect parce que c'est un objet, un meuble utilitaire, et on n'apprend pas souvent suffisamment en considération. Non. Tu sais, en tout cas, tu la prends très bien en considération Oui. parce que tu commences tous tes textes par elle. Oui, tout à Tu commences toujours tes textes par aujourd'hui ma table. Ça, c'est déjà fait parfois par d'autres poètes. Je pense à, pas qu'une table, mais avec d'autres éléments. Je pense par exemple à Falaise, à Henri, son prénom, je crois, Falaise, Ah oui. qui faisait aussi des compositions. Qui est savoie d'origine aussi. Non? Je pense, oui. Oui. Oui, et donc la table, je pense, le siège, lui, a toujours eu sa place au milieu de nos meubles, mais pas la table. Et finalement, elle a dû se diversifier. On a des tables de multiplication, on a des tables toutes sortes de tables. Et pas mal, tu as parlé de la table, passer à table et faire table rase. Bon, passer à table, je trouve que c'est pas mal parce qu'il y a déjà deux sens. Hein, venir y manger ou avouer. Et je pense qu'un poète est quelqu'un qui avoue d'une certaine manière dans chacun de ses textes quelque chose. On se met quelque part parfois. Assez souvent dans ce qu'on dit. Voilà. Et ce que je ne savais pas, c'est que faire table rase est une ancienne locution, c'est déjà une locution latine. Il existait déjà tabula rasa chez les latins, et c'était quoi? Recommencer un petit peu à zéro. Et je pense que le poète, à chaque texte, devant sa page blanche, il recommence un peu à zéro. Et si tu recommences à zéro chaque fois, on le ressent bien dans le texte, chaque fois, chaque texte est différent, mais il y a toutefois une continuité, et il y a deux parties où tu distingues en quelque sorte, au point de vue cerveau, les hémisphères droit et gauche. Il faut prendre bien. Donc, il y a une partie du texte écrit avec le pseudo-hémisphère droit, et l'autre partie avec le pseudo-hémisphère gauche. Oui, parce que les deux hémisphères peut-être travaillent toujours ensemble. Ensemble, oui. Mais il y a... Peut-être plus de raisonnement dans la première partie. J'ai ressenti parfois. Ah oui, oui. Moi c'est plutôt le très. C'est-à-dire que mes lecteurs, parce que je donne quand même les textes à lire avant de les publier, et alors mes lecteurs regrettaient la première partie. Ils trouvaient que la première était beaucoup plus sentimentale, beaucoup plus d'émotion, et la deuxième était beaucoup plus rationnelle. Et je pense qu'ils n'ont pas tort, mais bon. Je n'avais pas remarqué moi-même. Oui. Dans la deuxième partie, il y a parfois plus de... c'est parfois un petit peu plus... Pas plus triste, mais parfois un peu plus... Le résultat de vie qui est passé, là, un petit peu de nostalgie, parfois un petit peu... Un peu désabusé peut-être de temps en temps, dans la deuxième partie. Oui, c'est vrai. La première partie, c'est plutôt des redécouvertes, des découvertes de certaines choses. Oui. Et la deuxième partie, peut-être que chaque poème est peut-être un bilan. On arrive à un âge où finalement on regarde plus derrière soi que devant soi. Et donc on est en train de faire le bilan de ce que l'on a connu, de ce que l'on a fait. On peut faire tous les jours le bilan, si on veut, du jour précédent. Exactement. Donc on a tous les jours la vie devant soi. Oui. Ça, et là j'ai apporté parce que j'ai davantage Evelyne Anne-Marielle Wilbert a fait quelques dessins. Oui, ça a illustré la couverture. Ça, c'est la couverture. Je vais peut-être vous faire passer. Ça, c'est Anne-Marielle. C'est Anne-Marielle, oui. Et ça, c'était donc pour la première partie, où le rouge domine. Le noir est toujours là aussi, donc il y a les deux hémisphères. Et ça, c'est plutôt la deuxième partie. Je pense que c'était comme ça. Donc elle a choisi en fait son illustration en fonction du... Elle a choisi les illustrations. Des hémisphères. Oui, voilà, c'est ça. Les hémisphères, en fait, oui. C'est une personne très sensible aussi, donc ça convient bien à ce genre de choses. Alors, il y a des thèmes récurrents par lesquels on peut penser
Donc à partir d'une table, on peut penser à un thème récurrent, bien sûr, mais ici on dirait que parfois l'imagination s'emballe à partir de la table. Donc, Tout à fait. j'ai trouvé que tu t'exprimais souvent sur le désert, la caravane et l'oasis. Oui. Donc, par exemple, en lecture, page 50, si tu veux bien lire le texte, vous pouvez lire, ça se trouve. Je crois que je l'ai écrit en plus grand. En plus grand, hein. Ouais, voilà. Aujourd'hui, ma table pleure. Je retrouve les routes du sel, les caravanes impuissantes du mot. Le prochain puits risque d'être sec, d'être à sec. Caravane têtue des mots, ma table pleure. Et ces larmes annoncent une grande mousson. Caravane, oasis des mots. Donc, à ta lecture, on remarque le rythme, la progression, et ça convient bien évidemment à une caravane, bien sûr. Alors, tu parles de mousson, est-ce que tu as vécu des moments où tu t'es retrouvé dans des situations comme ça de désert est-ce que ça correspond à quelque chose pratiquement? Oui, on a connu un petit désert du côté de Agadez, dans le Niger. On voulait montrer un petit peu aux enfants ce qu'était un désert. Et on allait vers la ville sultane, et là on a été ensablés. Et alors on ramène ça à la caravane des mots, où j'imagine que de temps en temps on est ensablé dans son inspiration, c'est peut-être ça? Je laisse au lecteur le soin d'accord. Mais ça pourrait être oui, il y a des tas de possibilités. Voilà, des tas de possibilités. Donc il n'y a pas d'explication particulière. Non, je pense que la poésie, c'est un peu comme un lever du soleil ou un coucher de soleil. Chacun le voit, mais tout le monde l'interprète d'une façon différente. Je suis entièrement d'accord, mais tu aurais pu avoir ta propre explication. Voilà. Alors il y a pratiquement une absence de ponctuation, si ce n'est un tiret de temps en temps. Donc il y a une raison à cette absence de ponctuation? Mais je pense que la ponctuation oblige le lecteur à faire des pauses. S'il n'y a pas de ponctuation, le texte est beaucoup plus ouvert. La personne peut lire le texte en choisissant elle-même où elle s'arrête. Et je trouve que c'est beaucoup mieux au niveau de la liberté et du vécu du texte du poème. Oui, on peut choisir comment on s'arrête, on peut choisir un peu la cadence de lecture. Voilà. Et le rythme qu'on y met personnellement en lisant. Et même en le relisant, le lire autrement et découvrir d'autres sujets. Un livre, on peut lire un peu, je ne vais pas dire à l'envers, mais pourquoi pas, on pourrait le lire un peu dans tous les sens. Ici, oui, tout à fait. Ici, oui, je pense. Oui, parce que la table, chaque jour, quand je la vois, je projette probablement mes sentiments, mes émotions. Oui. Est-ce que c'est pour toi aussi une manière de se mettre au travail? Je vais me mettre à ma table de travail, ou pas du tout? C'est toute l'ambiguïté du poète. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Je pense que le problème du poète, c'est qu'il doit à la fois se sentir inspiré et en même temps il retravaille. Et il doit aussi, Boileau disait 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Je pense qu'un poète fait ça encore aujourd'hui. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé la bonne façon de s'exprimer, il faut travailler, retravailler, recommencer. Tu ne te retiens pas. Mais ce que je voudrais savoir, c'est s'il y a un mécanisme en fait de se mettre à table. Tu vois où tu te mets à table seulement quand tu es inspiré, si j'ose dire? Non, l'inspiration vient parfois à d'autres moments. Oui. Mais pas à table. Mais pas nécessairement. Mais la table permet justement de canaliser tout. De canaliser, oui, c'est un vecteur. En fait. Ouais, c'est un vecteur.
Alors tu dis parfois les choses de façon tout à fait... tu dis des choses sérieuses de façon anodine. Oui, c'est vrai. Un petit peu, voilà. Je pense que j'ai peut-être dans ma vie toujours essayé un peu de dédramatiser Oui. les choses. Et Dans ça se retrouve dans ton caractère. Oui. Oui, Je ne l'avais pas remarqué. Je ressens ça complètement dans les textes et Oui. dès qu'on te voit, on comprend. Oui. Je vais te faire lire le texte de la page 94 où on peut remarquer le choix des mots et la rigueur de ces choix. Aujourd'hui, ma table parle de son chemin. Qui le lui a brodé, cicatrisé ses points de croix, damasquiné d'étoiles son sillon? Qui? Chemin. Faut-il troquer sa faconde, sa fécondité contre une promise liberté? Cheminer sans parchemin. Chemin, vivre de sa fuite, s'inventer l'infini. Et alors il y a souvent l'ouverture, enfin, en conclusion il y a une ouverture vers autre chose, comme ici, s'inventer l'infini, ce n'est pas une chute, c'est une ouverture en fin de texte. Oui. Enfin, je pense que c'est assez différent par rapport à ce qu'on lit En général en poésie. Merci. Comme tu dis dans le texte, page 95 à la fin, émonder le monde, c'est de nouveau l'ouverture. Tu utilises très souvent d'ailleurs les infinitifs. Oui. Les infinitifs, les substantifs. Et les substantifs. En fait, C'est un vocabulaire très précis. Oui, je fais la chasse à tout ce qui est superflu. Donc, les adjectifs, si on veut, ça donne aussi au lecteur une sorte d'orientation. Oui. Tandis que le substantif, non. Le verbe, non. Je dirais que l'adjectif ralentit la lecture, ralentit le rêve, alors que le verbe va accélérer, va l'augmenter. Et le substantif aussi. Si on veut vraiment avoir une sorte de, je ne vais pas dire d'extase, mais on n'est pas loin. Et c'est surtout le substantif et le verbe qui vont vraiment frapper le lecteur. D'abord, qui frappe le poète lui-même, et puis le lecteur. Oui, on te sent content du résultat quand tu y es arrivé, en fait. Certaines jouissances personnelles à arriver au résultat. Oui, oui texte par texte. Oui, et je me relis aussi pour voir si ce que j'ai supprimé, par exemple, souvent il y a dans les index, dans des textes, il y a ce qu'on appelle des outils ou des connecteurs, et je les supprime en fait. Et je vois à la lecture si ça marche. On devine qu'il n'y a pas grand-chose de banal en fait. Les adjectifs ne sont jamais choisis au hasard, tout ça est très précis. Merci. Alors, en quatrième de couverture, la personne qui a fait le quatrième de couverture en fait Je pense qu'il s'est inspiré de la préface. De la préface. Et peut-être de critiques anciennes. Oui, donc là, parce que là il parlait d'érotisme, je n'ai pas remarqué, c'est pas flagrant, je veux dire, c'est très discret. Oui, mais je dirais qu'il y a plusieurs formes d'érotisme. Oui. Donc, évidemment, l'érotisme à connotation sexuelle, c'est pas de celui-là, je pense qu'on veut parler ici. Je pense que c'est plutôt l'érotisme plaisir des sens. C'est-à-dire que l'érotisme, c'est une façon de jouir, d'avoir la fluidité avec nos cinq sens. Et je dirais aussi qu'il y a plus peut-être de dévoilement dans mon texte que je ne montre pas tout. Tout ça est un peu voilé. On doit deviner, on doit un peu chercher, même pas chercher, ça vient pour quelqu'un qui est un peu averti à lire de la poésie, quand même on comprend comment c'est facilement, c'est pas... Voilà. Disons que l'érotisme, ce serait aussi une reconnexion un peu à soi-même, à ce qu'on est. Et je pense il y a 2 ou 3 personnes qui ont dit que j'avais une sorte d'écriture spasme. Et donc le spasme, bon, c'est à connotation érotique. Oui.
Pas pour nous, parce qu'on peut avoir l'espace pour Exactement, oui. le muscle, etc. Oui, mais aussi, quand on lit un texte, la respiration a une importance aussi. Et je dirais que l'écriture se passe, mais c'est aussi quand on perd un peu le contrôle de soi dans l'écriture. Oui. Donc là, quand l'écriture t'échappe, je veux dire. Oui, c'est ça, oui. L'écriture t'échappe. Ouais. Est-ce que tu la rattrapes alors Ben, j'essaie, mais pas toujours. Pas toujours, donc tu la laisses telle quelle. alors La laisse telle quelle à certains moments. Est-ce que tu es parfois saisi de ce que tu écris? Oui. Oui, oui, c'est saisissant parfois. Hein. Oui, oui. Parfois, un mot vient après un autre que je n'attendais pas. C'est ça, et alors on se dit, je vais l'enlever, supprimer, tu ne le fais pas, tu le laisses. Oui. Voilà, c'est ça. Ou alors tu passes à la table suivante, tu laisses reposer, enfin, voilà. Alors, il y a bien sûr... Donc l'érotisme ici, plutôt le rythme parfois un peu saccadé. Oui. Des vers. Peut-être, si tu le dis, on te croit. D'accord. D'accord. Je ne t'ai pas convaincu. Si, de toute façon, chaque lecteur est convaincu à sa façon, hein, donc voilà. Donc, j'ai été en tout cas convaincu par le livre, en tout cas. Merci. Voilà. Donc, alors il y a le questionnement sur le temps qui passe entre les êtres. Je disais tantôt que j'avais parfois un peu désabusé quand on file le temps. Je vais te laisser lire les deux textes de la page 117. On va commencer par celui-là, puis 139. 117 et 139. J'aime bien quand l'auteur lit, parce qu'on a son rythme, surtout en poésie, on a sa manière de créer, même de penser presque. Oui, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, ma table, sa langueur. En meurent mes mots. En ses rêves, évadés, sauvés. Songe-t-il mes mots? M'assagissent-ils? M'emmurent-ils? Sa façon de s'abandonner, capoc, coton, ce seront mes nouveaux mots pour une langue langoureuse. Que distillent ses yeux? Alcool, liqueur, sa mélancolie, où je m'évanouis. Je fais une petite remarque sur ce texte-là, pas une petite interprétation. Il y a que distille ses yeux. Au point de vue son, c'est très travaillé parce que c'est que distille du verbe distiller ses yeux, et on peut penser que distille ses yeux. Je trouve ça magnifique d'avoir pensé à ça. Merci. C'est bien d'avoir le bon lecteur. Oui, c'est vrai, ça paraît évident. Aujourd'hui, ma table embaume le tilleul. Nœud dénoué, cicatrisé, cœur et fleurs, bois pacifié, précieux. Coule en tes veines la sève indulgente, l'encens, le saint parfum. En nos colombages, ma colombe, tu t'interdis de roucouler, tu m'apaises. Mirage, le mariage. D'un thé à l'autre, passé, de la gazelle à la lionne, de l'alcool au vin, de table. C'est vrai que dans ce texte, on a fort le contraste dans les idées, avec par exemple la gazelle et la lionne. Voilà, on sent l'opposition, l'alcool au vin de table, ça aussi tout à fait. On sent un petit peu c'est un texte probablement sur la communication. Sur la communication, sur l'évolution, à la limite l'évolution du couple. L'évolution du couple, c'est ce que oui, c'est ça, voilà. D'ailleurs, c'est clair. Mirage, le mariage, c'est beau au point de vue son, mais point de vue joyeuseté, c'est un peu moins drôle. Oui, encore qu'un mirage, ça peut apparaître. Oui, un mirage, ça va être un mirage, oui. C'est quelque chose qui échappe, et bon. Oui. Et c'est bien quand on photographie un mirage. Tout à fait. Ça m'est arrivé de photographier un mirage, et c'était
Oui, j'en ai vécu l'un ou l'autre, justement, au-dessus de ça, là. On a l'impression, et même je pense même en Tanzanie, si mes souvenirs sont... On voit vraiment de l'eau, et on n'en a pas du tout. Et quand tout s'avance, ça disparaît. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est une belle métaphore, le mirage. Qu'est-ce que tu peux dire encore sur le son? Comment travailles-tu le son en fait? Parce que le son est très important dans tous ces textes. Oui. À vrai dire, je ne sais pas vraiment comment je travaille le son. Ce que je sais, c'est que le poète est quand même plus ou moins un musicien. C'est-à-dire qu'il va chercher, un peu comme un musicien, à écrire une mélodie, malgré tout. Et pour qu'il y ait une mélodie, il faut que les mots aient une sonorité qui ne soit pas une sonorité pure. C'est pas pour le plaisir d'avoir la sonorité. Il faut que cette sonorité renvoie à une réalité. Il faut qu'elle coule de source, que ça corresponde à ce que tu veux dire. Oui. Et donc, quand j'écris, je suis très attentif à ce que la phrase soit mélodieuse. Elle peut être très forte, mais elle doit avoir sa part de son qui... J'espère qu'il n'y a pas d'hiatus, par exemple. J'ai envie de dire que ça frise la perfection. Aussi. Voilà, je pense que... Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter encore. Aujourd'hui, ma table. Non, voilà, si ce n'est que je vous invite à lire le livre. Bien sûr, bon, ça... Voilà. Donc on dit toujours... Oui. On a la fin pour ça. Non, disons que c'était une aventure assez exceptionnelle parce que en 91, j'ai complètement arrêté l'inspiration. J'ai tari l'inspiration pour des raisons familiales, pour des raisons professionnelles, et j'ai perdu l'inspiration. Et puis on a déménagé en 2019, et peut-être que il y a eu un nouveau déclic. Peut-être un matin, en regardant ta table, tu t'es dit, je vais éliminer. Oui, en fait, c'est un peu... Tu parles d'une chaise à un moment donné aussi. Aussi, oui. Oui. On pourrait lire le texte avec la chaise, si tu le retrouves. Oui, je ne l'ai pas ici. Oui, c'est en page 30, je pense. Aujourd'hui, ma table envie la chaise. Elle invoque les voyages, une hypothétique échelle. Elle ignore l'envergure de ses ailes. Quelle est celle de mes mots? Pigeon voyageur que j'exile. Qui m'exile? Cette table envie la chaise, tu vois, parce qu'il y a le résultat de la créativité, il y a la chaise qui est la sorte de neutre. Et peut-être écriras-tu un jour des textes en commençant par aujourd'hui ma chaise. C'est possible. En tout cas, tout le monde, merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Aujourd'hui, ma table s'amarre. Non qu'elle soit lasse des voyages. La corde se sauve dans le nœud. Ceux du poème cristallisent la mer perdue, la promise, les constellations, nos désirs, nos aspirations, nos... Aujourd'hui, ma table est bleue, bleue de tout ce qui reste à boire, à méditer. Il faut du temps pour exorciser les nuages.
tailler nos amulettes, pactiser avec tous les maux. Aujourd'hui, ma table a choisi le cristal, assumer tout le poids du plomb, s'en remettre au feu, au souffle, translucide et lucide. J'irise, j'irrigue la lumière. Aujourd'hui, ma table flambe, couve le feu en la veine, brûle d'amour. Serais-je sourd? Ces cendres pour enflammer le papier, alors qu'elle se bat pour moi, ne bat que pour moi. Aujourd'hui, ivre est ma table, et sans promesse de livre. Je ne suis pas encore l'arpenteur qui mesure à l'aune de son cœur. Mesurer les mots, mâle géométrie du sens. Elle les caresse, les réveille. Sous ses doigts, ils fleurissent, enivrent.